ce rendez-vous sacré Actu 60. Comment sauver la RDC de l'impasse, diplomatie ou force? Notre pays est agressé, les territoires sont tombés, nous sommes obligés d'en parler parce que la rétention de l'information est une mauvaise stratégie à l'endroit de son peuple. Mesdames et messieurs, 3 invités sur ce plateau. Maître Willy Ntsassa, il est de l'Union Sacrée, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Il y a Maître Trésor Likonza, analyste politique indépendant, j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Il y a le pasteur Serge Taboko, il est de l'ECID, j'ai dit bonsoir pasteur. Bonsoir madame. Et voilà, avant de commencer l'émission, je demande à la régie de balancer une vidéo. L'élément du professeur Patrick Onoya. Il s'est tenu ce samedi à l'université de Kinshasa une conférence débat sur le civisme et le patriotisme, mais également des stratégies de communication en ces temps de guerre contre les Rwandais. C'est à l'endroit de la jeunesse congolaise et à l'initiative de la structure jeunesse quinoise rénovée en collaboration avec les cercles des hommes de lettres choisis comme panélistes lors de ces assises. Le professeur Patrick Onoya a développé les sous-thèmes le leadership patriotique. Du haut de cette tribune, cet expert en entrepreneuriat a lancé un appel à la jeunesse congolaise à développer le patriotisme. À l'heure actuelle où nous parlons de la guerre à l'Est avec le Rwanda, il est question de pouvoir influencer son environnement immédiat et lointain à patriotisme. Et le patriotisme, c'est cet amour pour la patrie. Et le patriotisme ne se déclare pas, le patriotisme ne se manifeste par des actions. Des actions telles que s'engager, n'est-ce pas, dans les rangs des FARDC, telles que communiquer positivement sur la situation de la guerre, éviter de partager dans les réseaux sociaux tout ce qui est lié aux ennemis, n'est-ce pas? Et nous avons poursuivi en disant qu'il est important que le leadership patriotique se manifeste au quotidien. Que chaque jour qui passe, que chaque jeune se pose la question, qu'est-ce qu'il fait pour la nation? Comme dans ses habitudes, Patrick Onoya a proposé à l'Assemblée nationale la création d'une loi sur le patriotisme afin d'inciter la population à des actions patriotiques. Nous avons fini par présenter une initiative que nous proposons à l'Assemblée nationale, c'est de pouvoir proposer une loi sur le patriotisme. La loi sur le patriotisme, c'est une loi qui visera à inciter toutes les actions patriotiques, telles que par exemple accorder un ensemble d'avantages à ceux qui rejoignent les rangs des FARDC et leurs familles, qui ira par exemple sur la gratuité de la formation et même pourquoi pas de leur famille, et un ensemble d'allègements, que ce soit fiscal, ainsi de suite, mais aussi un ensemble de mesures incitatives pour tous ceux qui s'adonnent aux travaux d'intérêt communautaire, de faire en sorte que le Congolais trouve un plaisir à poser des actes patriotiques. Parce que si il apparaît que, n'est-ce pas, la population a un devoir patriotique, mais aussi le gouvernement, la nation, a aussi un devoir patriotique envers la population. À la question de savoir ce qu'il faut faire pendant ce temps pour mettre fin à cette guerre d'agression, Patrick Onoya répond. Un expert sur la question de l'Est tel que Charles Onana, à travers les multiples livres qu'il a publiés, surtout Holocauste au Congo, nous démontre que, en effet, avec un révolutionnaire tel que Paul Kagame, il faut utiliser les mêmes méthodes. La diplomatie, oui, d'ailleurs nous en profitons pour remercier l'excellent travail de la ministre des Affaires étrangères, mais un révolutionnaire comprend seulement le langage des armes. Voilà pourquoi nous encourageons le gouvernement à une plus forte mobilisation, à un équipement sans faille, à une motivation des militaires, à la population, aux jeunes d'intégrer les rangs des FARDC pour bouter hors du territoire national ces ennemis qui ne comprennent que le langage des armes. Il s'est de rappeler que cette activité s'est déroulée dans le cadre de la crise qui se vit actuellement à Goma
et les participants ont réfléchi sur la manière de faire face à cette situation. C'est le professeur Onoya, le lobbyiste. Mesdames et messieurs, nous continuons notre émission. Je passe la parole à Maître William Thiassa. Maître William Thiassa, comment sortir la RDC de l'impasse? Diplomatie ou force? Vous avez 7 minutes. Merci beaucoup, madame. Je salue mes co-débatteurs, déjà. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais partager la douleur du peuple congolais, du reste de nos compatriotes, surtout ceux de la partie est du pays qui sont en train de vivre dans leur chair les atrocités de la guerre, et tous ceux qui partagent le Congo dans leur cœur, qu'ils reçoivent ici le mot de notre solidarité, c'est-à-dire que nous sommes solidaires au peuple de l'Est qui souffre. Alors, comment sortir la République démocratique du Congo de l'impasse? Diplomatie ou force? Oui. Moi, je l'ai toujours dit, madame. Je l'ai toujours dit. C'est comme vient de le dire l'interview de tout à l'heure. Diplomatie, oui, mais un pays sérieux, un pays aux enjeux si importants, un pays aussi stratégique ne peut pas vivre, ne peut pas émerger, ne peut pas prospérer sans une armée forte. D'ailleurs, lorsque vous regardez l'histoire des nations, des États, vous comprendrez que tous les pays stratégiques, je parle de l'Égypte par exemple, qui ne vit que du Nil, tous les pays aux grands enjeux sont des pays qui ont compris qu'ils doivent construire un système de défense efficace. Donc, la diplomatie, oui. D'ailleurs, il y a un travail remarquable qui y est en train d'être fait à ce niveau-là. Mais je crois que tout le monde a compris que la diplomatie à elle seule ne suffit pas. Pour la simple et bonne raison que la communauté internationale, ce que nous appelons la communauté internationale, en fait, c'est un regroupement de pays qui veillent sur leurs intérêts. Donc, ils vont dans un sens lorsque leurs intérêts l'exigent, et ils vont dans l'autre lorsque leurs intérêts l'exigent. Rappelez-vous, madame, la République démocratique du Congo, alors Zaïre, nous étions le centre de l'Afrique du temps de feu maréchal Mobutu. La CIA était ici à l'époque, où nous étions en train de peser sur presque le reste de l'Afrique. Pour parler un peu de l'histoire, nos forces sont intervenues au Tchad. Il y a beaucoup de pays. C'est-à-dire que la communauté internationale est une nébuleuse. On ne sait pas exactement qui est dedans. Alors, ne se fier que à la communauté internationale est une erreur. Nous devons, à côté ou aux côtés des efforts louables qui sont en train d'être menés et qui aujourd'hui ont mis à nu, parce qu'il faut le dire, il y a quelques années, on ne pouvait pas citer le Rwanda comme ça. Il y a eu une diplomatie forte qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le Rwanda, même si nous le savions déjà. Mais du moins, dans des chancelleries occidentales, dans le monde occidental, ça se dit. Donc, il y a eu des pas qui ont été franchis, mais ça ne suffit pas. Nous sommes un pays de 100 millions d'habitants, peut-être plus. Nous sommes un territoire vaste de plus de 2 millions de kilomètres. Donc, on ne peut pas concevoir que nous n'ayons pas d'armée. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas d'armée. C'est une façon de parler pour dire que il faut conjuguer beaucoup d'efforts, mettre beaucoup de moyens pour que nous ayons une armée dissuasive. Parce qu'une armée, à part le fait d'agir sur terrain, l'armée a d'abord un rôle dissuasif. C'est-à-dire faire peur à tous ceux qui voudront ou qui voudraient vous attaquer. Ils se diront... nous voulons attaquer tel pays, mais nous savons que les conséquences pourront être désastreuses. On se réserve.
C'est ça la dissuasion. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous attaquer parce qu'on sait que vous réagirez énergiquement. Donc, nous devons construire une armée dissuasive. Et ça, il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de volonté politique, et puis il faut beaucoup de stratégie parce qu'une armée, il faut de l'équipement, il faut des hommes, il faut de la motivation aussi. Ce sont ces ingrédients-là qui peuvent constituer une armée capable de défendre le territoire national. Et voilà, je veux passer la parole à Maître Trésor Likonza, vous avez suivi votre co-débatteur. La même question, comment sortir la RDC de l'impasse? Diplomatie ou force? Bien, merci. Diplomatie ou force, je pense que tout part de la position du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis, il a opté pour la diplomatie. Dans un premier temps, il a fait des avancées significatives sur ce point-là, bien avant même l'agression ouverte du Rwanda ou l'occupation de certaines parties du territoire national par le Rwanda. Le chef de l'État a été au four et au moulin à travers le monde pour que la situation soit réglée pacifiquement à travers les négociations, les dialogues, les rencontres bilatérales et aujourd'hui multilatérales. Et donc jusqu'à présent, il continue dans cet élan de la diplomatie. Et moi je pense que les résultats est très satisfaisant sur le plan de la diplomatie parce que même ceux qui refusaient de l'écouter cherchent même à le pousser à aller plus loin dans cette démarche-là. Je peux citer l'Union européenne qui a été toujours accusée d'être derrière le Rwanda, de financer l'armée rwandaise, d'être en harmonie avec les pays agresseurs. L'Union européenne a donné maintenant une position claire que le Rwanda est un pays bandit, un pays qui ne veut pas... Un État voyou. Un État voyou, un pays qui ne veut pas que son voisin vive en paix. Et l'Union européenne a pris une certaine mesure, donc quelques mesures pour peut-être essayer de pousser le Rwanda à retirer ses troupes du sol congolais. Et on peut voir la position même des parlementaires européens qui ont exigé à ce qu'on puisse, mais il n'a pas obtempéré. On puisse examiner l'accord qui lie l'Union européenne au Rwanda par rapport aux minerais de la RDC. Et on a même exigé que l'Union européenne ne puisse plus acheter les minerais de la RDC qui passent par le Rwanda. Parce que, vous savez, depuis un certain moment, le Rwanda est plébiscité meilleur producteur. Vous soulevez une question très importante. Est-ce que nous pouvons croire à l'Union européenne? Comme disent en lingala, ces gens-là. Bon, tous nous avons affaire une mascarade. Nous avons affaire à l'histoire. Si l'Union européenne veut se tromper, l'Union européenne ne va pas tromper tout le monde. Elle va se tromper elle-même. Si elle se trompe réellement. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous retenons ce qui vient d'être décidé au niveau de l'Union européenne. Et le Rwanda est en train de sentir cela. Parce qu'il n'y a pas plus longtemps qu'hier, j'ai suivi que le Rwanda a mis fin à une collaboration, à une coopération avec la Belgique, alors que la Belgique était déjà en train d'étudier comment mettre fin à cette coopération-là. Le Rwanda est au courant et est sûr que la situation va se dégrader, se détériorer au niveau même des institutions, au niveau diplomatique, en ce qui concerne son attitude vis-à-vis de la RDC. Donc tous les pays du monde sont mobilisés, et l'Allemagne également a été le premier pays à se retirer des accords ou des coopérations avec le Rwanda. Et donc aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, la situation est en train de changer en faveur de la RDC. Cela veut dire que la diplomatie menée par la RDC à travers le président de la République et le gouvernement et tous les acteurs impliqués est en train de produire de bons fruits. Et ce n'est pas seulement la seule option, parce que
le pays agresseur a franchi la ligne rouge, est allé au-delà de nos attentes, jusqu'à perturber l'ordre dans des grandes villes comme Goma, comme Bukavu, quand bien même jusqu'à preuve du contraire, l'agresseur n'arrive toujours pas à maîtriser la situation. Et depuis que ces deux villes ont été touchées par cette irruption des troupes rwandaises, la situation n'est pas contrôlée par les Rwandais, parce que j'ai lu quelque part qu'au Rwanda, il y a des effets néfastes sur le plan économique. Vous savez que Goma alimente Bukavu, Goma alimente Kigali et tout le Rwanda en termes de nourriture. Et donc, le Rwanda est en insécurité alimentaire à cause de la situation de Goma, à cause de la situation de Bukavu. Et vous savez que depuis que cette situation est arrivée, au niveau de Goma, les banques sont fermées. Et même la population souffre. Parce qu'à un certain moment, on tentait de faire croire aux gens que la population a été contente que Goma puisse subir cette situation. Mais aujourd'hui, la population est en train de voir que ces gens-là sont vraiment des bandits. Parce qu'il y a une forte détérioration de la situation sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, sur tous les plans. Et on parle des situations humanitaires, de la crise humanitaire. Donc, il y a une forte crise. Et la diplomatie est en train de booster, est en train de mettre à genoux l'agresseur, nous citons le Rwanda. Alors, d'un autre côté, nous avions suivi les chefs de l'État parler de la riposte, qu'il y aura une riposte. Bon, à mon avis, parler de la riposte, cela veut dire que le président de la République n'a pas mis de côté l'option de la guerre, l'option de la force. Diplomatie, oui. Mais jusqu'à quand cette riposte, on va attendre, mais pendant que les ennemis continuent d'avancer. Mais vous savez, parce que la riposte rigoureuse, j'ai entendu parler d'une armée dissuasive. Vous savez, pour construire une armée dissuasive, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut former, il faut former, il faut former. Et il faut avoir un équipement conséquent, solide, pour faire face à toute éventualité. Notre armée ne doit pas être construite aujourd'hui même. Il y a eu 18 ans passés avant l'actuel président de la République, et lui-même a fait déjà à peu près 6 ans. Si on fait la sommation 18 plus 6, ça va nous faire 24 ans à peu près. 24 ans. Mais celui qui avait fait 18 ans a laissé l'armée dans quel état? C'est lui qui l'a succédé, qui est aujourd'hui en train de faire face à ces atrocités. Qu'est-ce qu'il doit faire? Souvenez-vous de cette phrase dans une émission du chef de l'État lorsqu'il a dit que je trouvais une armée structurée et organisée. Nous sommes dans une situation de force majeure. Cela veut dire que nous devons d'abord chercher à résoudre la situation qui se présente. Mais se mettre aujourd'hui à former ou à créer une armée dissuasive, ce n'est pas ce que nous devons faire maintenant. Peu importe la situation ou la forme de l'armée ou l'état de l'armée que nous avons, nous devons faire face à l'ennemi, à celui qui nous agresse. Mais avec quelle armée? Avec quelle armée? S'il faut opter pour la guerre, la force, oui, c'est une bonne option, parce que trop, c'est trop. Nous devons aussi combattre l'ennemi. Mais avec quelle armée? L'armée est là. Nous avons des militaires, des vaillants héros, des vaillants militaires, ils sont là. Mais nous avons toujours entendu parler chaque jour d'une sorte de traîtrise au sein de l'armée, de l'infiltration et des militaires qui ne seraient pas aussi des Congolais, mais qui sont dans l'armée à cause de l'histoire des brassages, des mixages, à cause justement des négociations, des dialogues avec les rebelles, avec les terroristes. Et notre armée a perdu, en quelque sorte, sa notoriété à cause de ces gens-là. Et ils sont nombreux.
On ne sait pas si les on peut identifier. dire, elle est vidée de sa substance. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mouzé était venu avec ces gens-là. Et une fois au pouvoir, Mouzé avait désigné comme chef d'état-major général un étranger. C'était James Kabarebe. Mais voilà, qui n'était pas congolais. Et lui, qui était rwandais comme chef d'état-major général de notre armée, avait également intégré ses compatriotes rwandais au sein de l'armée. Et depuis qu'il est parti, est-ce qu'il était reparti avec ces gens-là ou il les avait laissés au sein de notre armée? Et après Mouzé, il y a eu, c'est qu'il y a eu des négociations, brassage, mixage. D'autres étrangers se sont ajoutés au sein de l'armée. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation où, lorsque les compatriotes, les militaires congolais se mettent en face de l'ennemi pour l'anéantir, du coup, les compatriotes qui sont des militaires congolais sont affaiblis par leurs collègues militaires qui ne sont pas congolais. C'est ça la situation. La force, oui. Nous voulons combattre l'ennemi, mais avec quelle armée? Merci. Voilà. Et voilà, je passe la parole au pasteur Serge Taboko Délécidé. Pasteur, vous venez de suivre vos deux co-débatteurs, votre réaction par rapport à notre question. Comment sortir la RDC de l'impasse, diplomatie ou force? Allez-y. Merci beaucoup, madame. Je sais que vous serez quand même très prenante de m'accorder assez de temps par rapport à mes amis, les deux qui sont de pouvoir. Nous, j'aurais voulu attendre des solutions. Malheureusement, ils sont en train de gémir comme tout le monde, comme les gens de la cité. Il n'y a pas de solution. Bon, ce qui m'a surtout beaucoup dérangé, permettez-moi d'abord de m'incliner, surtout face à ces drames, aux mémoires des compatriotes qui tombent chaque jour, surtout dans la partie orientale en particulier, et dans tous les territoires. Parce que dans un passé récent, je crois que c'est la semaine dernière, on a décapité par les Mokondo ici à Maroko, 3 compatriotes congolais. Ça, c'est pas seulement les Rwandais, les Ougandais. Donc la situation est vraiment catastrophique. Et nous traversons un moment, c'est vraiment, nous sommes dans un gouffre. Et c'est pourquoi nous implorons la miséricorde de Dieu, que l'Éternel Dieu puisse jeter son regard. Parce que sur le plan humain, on est limité. Et il a ses pouvoirs, cette capacité de pouvoir nous envoyer. Nous sommes compétents. Les jérémiades que nous entendons ici par ceux qui sont au pouvoir, faire croire qu'il y a un secours, ils attendent la communauté internationale. En même temps, ils même disent que c'est la communauté internationale qui est derrière les Rwandais. C'est comme si dans une famille, dans une maison, dans un couple, un papa qui se plaint que son épouse sort avec un voisin. Et il prend encore le risque d'aller contacter les voisins, de venir régler le problème de sa maison. Bon, je ne sais pas, ceux qui nous écoutent vont donner quand même la conclusion. Sinon, le papa lui-même, il est complice dans ce qui se passe dans sa maison. Donc, ici, dépassionnons les débats. Il faut voir les choses dans la globalité, dans la réalité. Depuis l'histoire de l'humanité, le monde est toujours défini, basé par des guerres, des conflits de guerre. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas eu lieu ici, au Congo. Les grandes puissances qui sont aujourd'hui, au XXIe siècle, je crois dans le passé, ils n'étaient pas des grandes puissances. Lorsqu'on partageait l'Afrique, même en 1985, la Chine n'était pas à la table de négociation. Mais aujourd'hui, les autres émergent, avancent. 1885, la Chine n'était pas là. Léopold a failli même coloniser la Chine. La Chine a été dominée par les Japonais, je crois, un siècle. La Chine a été dominée par les Anglais. La plupart des pays, même ici en Afrique, l'Afrique du Sud a obtenu son indépendance en 1995 ici, mais les autres avancent. Nous, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a que les gens qui envers de notre pays, il y a des ennemis, il y a des sorciers, je ne sais pas, ceux qui sont là, ils ne parviennent pas à faire la différence entre la gestion étatique, la gestion d'un État et la gestion d'une congrégation. Même dans des congrégations, même nous dans nos églises aujourd'hui, les pasteurs, vous allez voir, la majorité des pasteurs se promènent avec des miels, parce qu'ils savent que même entre les pasteurs, il y a du danger là. Mais si vous imaginez des gens qui viennent, hier quand ils étaient reprochés, pauvres, malheureux, ils marchent, ce sont des piétons, mais quand ils arrivent aux affaires, ils sont prêts, ils sont capables d'acheter des avions, des appartements partout dans le monde, mais pour tirer les avenirs, pour organiser l'armée, ils disent que non, l'ennemi est là, et voyez, notre pays a été concentré par la communauté internationale. En 1885, s'il y avait des Blancs qui ont décidé pour l'avenir de notre pays, mais ces gens-là qui étaient à la conférence de Berlin, ils sont pris en vie.
C'est leurs petits-enfants, leurs petits-fils qui sont aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que nous, les Congolais, nous disons? Donc, c'était juste pour essayer d'armer le moral de nos compatriotes qui sont déjà affaiblis. Et si vous essayez de suivre ceux qui sont à l'Union sacrée, sincèrement, il n'y a pas d'espoir. Bon, je pensais avoir des éléments concrets par rapport aux solutions. Parce que la solution aujourd'hui, au lieu d'aller dans les incantations, là, l'ennemi, notre adversaire, surtout, ce qui m'a fait encore mal quand j'ai écouté d'abord monsieur Tchassa a bien articulé au début, malgré qu'à la fin, il a voulu faire comme tout le monde. Au début, il a bien quand même parlé, mais à la fin, il veut dire que Félix a quand même travaillé. Il a travaillé où? Travail signifie quoi? C'est-à-dire, chers compatriotes, permettez-moi d'éclairer quand même ceux qui nous suivent. Et je ramasse en même temps les propos de M. Trésor. Si vous parlez de timing, les autres ne veulent pas, c'est tous ceux qui ont les manettes du pouvoir aujourd'hui qu'on parle de Rwanda. Mais il y a eu un génocide au Rwanda en 1994 à 1994. Une année, 2 ans après, mais c'est quand Kagame et les siens ont eu des velléités pour envahir un grand pays comme le Congo, les Aïe à l'époque. 2 ans après. Je ne pense pas qu'Armée Mouzé et les autres pour venir chasser Mobutu au pouvoir, il n'y avait pas l'armée. C'est-à-dire qu'ils ont chassé l'armée d'Abiyarimana. Dans 2 ans, ils ont organisé leur armée pour envahir un grand pays. C'est-à-dire c'est juste pour répondre à mes co-débatteurs. C'est-à-dire pour organiser l'armée, ça ne demande pas un siècle. Parce que voilà des esquisses. 14 ans, 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait? En face ici, en 97, il y avait la guerre en 97 ici, entre les Sassou et les Souba, en pleine capitale. Mais si vous passez là-bas, il n'y a aucun il y a plus de traces là-bas pour vous faire comprendre qu'il y avait la guerre ici. On a tout arrangé. Mais si vous interrogez les politiciens congolais, vous vous dites, voyez, si le pays ne marche pas, il y avait le pillage de 91, 93, c'est depuis ce pillage-là jusqu'à aujourd'hui. Mais l'Allemagne a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a construit, moins de 10 ans, on a construit l'Allemagne. Je ne veux pas donner ces exemples, parce que dire, là, ce sont les pays développés. Même le Japon a été détruit, la bombe d'Hiroshima. Si c'était au Congo, on a trouvé sur le côté, guerre, la bombe, on a monnaie, tout ça, les sous-souliers, vous comprenez? Mais en même temps, les gens s'organisent, quand ils arrivent aux affaires, ils deviennent des millionnaires. Mais pour organiser la société, pour construire des routes, qui ne fisc que les avenirs, lorsqu'il plaît pour que la ville ne puisse pas être inondée, là c'est la communauté internationale. Là c'est Kagame qui pille nos minéraux. Je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas là pour dédouaner. Parce que cette rhétorique que nous sommes agressés par les étrangers sont là. C'est depuis que je suis encore très petit. C'est vers la fin du régime de Mobutu. Mobutu et les siens avant de fuir, c'est ce qu'ils nous disaient. Mais à l'époque là, les amis de l'IDPS n'ont jamais doigté la communauté internationale. Les vidéos existent. Il n'y a aucune vidéo même de 10 secondes. On va nous faire voir, on va nous montrer que papa était secret ou Félix a dit non, laissez Mobutu. C'est la communauté internationale. Il disait tout ce qui se passe aux Aïs Mobutu. Et Mobutu doit partir. Laurent Désiré est venu, la même rhétorique. Les problèmes, c'est Laurent Désiré. Nous, quand nous allons venir, on va changer. Les problèmes, Félix, Joseph n'en parlons même pas. Mais vous n'allez pas quand même suivre ces mauvais exemples-là. Non, c'est pour dire quoi? Voilà ce qui m'énerve, ce qui me fait mal. Cette façon-là, lorsqu'on est à l'opposition, on a besoin de la communauté internationale. Toutes les sanctions qu'on a infligées au régime, aux dignitaires de Kabila ici. Mais c'était Félix, Fayou, Katoum qui cherchaient ça. Parce qu'ils avaient dit à l'époque, les problèmes c'était un jour de Kabila. Félix nous a dit même les problèmes de Kabila, c'est pour ses Kabila. Il est avec sa famille dans tous ces Kabila. Il n'a jamais dit que c'est la communauté. Maintenant, aujourd'hui, ils sont là, ils disent que non, c'est la communauté. Hier, il nous a rappelé encore que non, il y a aussi ces Kabila qui est là. Moi, je ne sais pas si c'est la communauté internationale, si Kabila. Et l'autre vont dire, notre ami, il a les alliés comme les Européens. Mais si Kagame a des Européens derrière lui. Maintenant, à part les Européens, il n'y a pas d'autres nations qui peuvent venir nous aider. La Corée du Nord, là, c'est un petit pays. Mais même les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas s'hasarder face à la Corée du Nord. Eh madame, non, il faut comprendre que la gestion publique, comme le monsieur ça avait dit au début, il faut avoir un système de sécurité rodé. Et ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Les exemples sont légion.
Même si vous allez dans l'air rhétorique là, de l'infiltration, tout ça, d'abord moi j'avais déjà levé l'option de presse de ne plus parler de l'infiltration. Parce que l'infiltration, si vous allez sur le plan légal ou sur le plan sémantique, c'est l'infiltration à quelque chose comme ça. Mais dans la dimension politique, l'infiltration, c'est lorsque les services, par exemple vos services, sont infiltrés, sont identifiés, sont impliqués sans votre accord. Comme ça se passe par exemple entre les services de sécurité russes et les Américains. Les Américains, leurs services sont attaqués sans qu'eux-mêmes soient informés. Mais pour le cas du Congo, tu ne peux pas parler de l'infiltration depuis 96 jours qu'aujourd'hui. Il a cité même un cas probant ici. Donc, il y a un chef d'état-major qui a été nommé ici étranger. Mais qui l'a nommé? Lorsqu'un président, le chef d'état congolais prend son stylo, par une ordonnance, il nomme. Mais c'est toi qui dis que ça c'est l'infiltration. Et madame, entre nous, regardons la caméra, ça c'est l'infiltration. Vous avez des généraux congolais. La CPI vient chercher les généraux. Le ministre de la Communication dit non, c'est notre compatriote congolais, il ne faut pas les toucher. Au nom de l'unité nationale, au nom de la paix. Mais lui-même décide d'aller se jeter à la CPI. On lui pose la question, tu vas parler à quelle langue? Il dit à Kinyarwanda. Quelle nationalité? Rwandaise. Là, si vous regardez, il est général démocratique du Congo. Ça c'est l'infiltration. Ou ce sont des engagements que les gens prennent en bonne et due forme. Dans un passé récent, si pas pris de démos, le président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Mais les Tutsis sont ici, dans toutes les institutions, comment ça va à la tête jusqu'en bas? Mais pourquoi il ne nous a pas dit que les Bayakaïs et les Mongos sont à la tête jusqu'en bas? Maintenant, même les Mongos, les Tutsis, c'est toujours Kabila. Puis il va vous dire que les accords, là, les mixages, c'est toujours Kabila. Même les accords de mixage, l'IDP c'était, comme parti politique, l'IDP c'était aussi présente. Mais c'était là, tout le monde était là, vous voulez tout ça. Moi, je ne suis pas Kabiliste. Mais moi, je ne supporte pas les mensonges. Venir dire que tout ça, c'est Kabila. Mais l'accord global est inclusif pour avoir ça. Mais c'est l'IDP qui nous a mené à la table de négociation. Parce que les MSC Kabila avait décidé d'aller au Congo central pour signer les accords de Cascade. Vous comprenez? Donc nous avons une lourde part. Ce que nous vivons aujourd'hui, madame, ça s'appelle des conséquences. Mais les causes sont lointaines. Nous avons des facteurs endogènes et exogènes. Moi, j'aimais au début sa méthodologie. C'est le problème d'abord, c'est nous. Vous comprenez? Qui a décidé de donner notre or de Sakima? De donner ça à Kagame. Ça, c'est toujours Kabila. Lorsqu'il y a un conseil dit ici, lorsque nous avons pris le pouvoir, la première démarche c'était d'aller voir Kagame par rapport à son carnet d'adresse. Nous avons signé des accords militaires ici, des accords commerciaux. Si la jeunesse de Goma n'était même pas souple, peut-être que c'est la vie de Goma qui sera sécurisée par la police rwandaise. Tout ça, c'est la volonté internationale. Nous avons notre part de responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire les choses de manière transparente. Alors, par rapport à cette question, nous voulons savoir, c'est la diplomatie ou la force qu'on doit appliquer, pasteur? Ce qui est vrai, oui. Si vous faites une analyse froide et comparative depuis l'histoire de l'humanité en théorie de guerre, certes je ne suis pas expert, à un moment donné, on est sur le terrain, c'est-à-dire on doit se battre, mais on ne laisse pas aussi la diplomatie. Mais malheureusement, contrairement aux déclarations de Maître Trésor, il parle que la diplomatie a avancé, la diplomatie a produit ses faits. Où? Mais nous sommes envoyés. Mais ce fait, c'est qu'il est allé nous jeter là-bas, cette histoire ici, c'est EAC. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il y a une émission qu'il a tournée avec vos confrères de France 24, les militaires de EAC vont passer par Boudaga, et vous allez sentir les faits. Il nous a promis que nous serons sécurisés par les militaires de EAC. Nous sommes dans toutes les organisations. Le pays est en train de partir. Alors, lui, il dit de la diplomatie agissante. Mais moi, je ne sais pas passer de diplomatie. Lorsqu'on parle de carnage, on ne parle du gouvernement, c'est le gouvernement, les ministres des Affaires étrangères, tout ça, qui parle de carnage. On ne parle pas de carnage au Rwanda. On parle de carnage au 21e siècle, à la République démocratique du Congo. Est-ce que vous imaginez les conséquences humanitaires? Il a fini l'émission. Oh. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un autre élément pour terminer, madame. Lorsqu'il parle, quand on dit que Kagame, je ne suis pas là. Moi, le problème, c'est que ça m'énerve. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient vous taper dans votre maison. Dites, c'est ça mon sentiment. C'est ce qui me dérange. En d'autres termes, on parle aujourd'hui, lui il dit que le roi est fixé. Mais les informations à notre possession, toutes les organisations, on dit qu'aujourd'hui, Kagame est en train de piller nos ressources. Il fait, je crois, plus de 64 millions de dollars chaque jour. C'est ça, c'est les informations actuelles. Vous comprenez? Mais en dehors de ça, à part nos minéraux de la partie orientale, mais nous avons aussi des minéraux au Qatar. Nous avons aussi, moi je suis né depuis les années 70, je suis né.
je suis né à l'Équateur. Tina moya lelo. Namona kaba kata kaba nzete chaque jour banzete kitaka awa. Mais si vous allez là-bas à l'Équateur, là où il vient, les enfants se mettent sur le sol. C'est comme minerai à Kassai, pour la Kagame. Le problème d'abord, il est interne. Je ne défends pas ces gens-là. Ça dit au d'abord. Nous devons nous organiser. Alors la solution ici, c'est le processus de Kinshasa. C'est cette initiative de paix spirituelle, de nous mettre ensemble, de définir le mieux vivre ensemble. C'est ce qui va faire que les Kagame et Museveni n'aient plus ce qu'on appelle les éléments de langage. Merci beaucoup. D'autres Congolais n'iront plus se jeter sous les mamelles de Kagame et Museveni prendre des armes. Et voilà, Maître Trésor, vous avez la parole. Réagissez. Mais il fallait les présenter. Mais vous avez pris toutes les minutes. Il fallait les présenter comme un kabiliste, carrément. Réagissez. Il fallait les présenter comme un kabiliste, carrément. Il a défendu le kabilisme. Parce que la situation que nous avons aujourd'hui, elle est héritée du récent président de la République. C'est lui qui a laissé cette situation-là. Il a laissé le pays comme dans la rue. Mais il ne faut pas le pouvoir pour faire quoi? Une RDC coquille vide. Voilà. Et moi j'ai aimé de l'entendre dire que il a parlé de quelque chose là par rapport à la guerre. Et il a dit que le président de la République n'a rien fait. Bon, il a touché à tout, alors que nous on parle de la guerre, diplomatie ou force, c'est qu'on peut faire. Il est allé toucher partout. Bon, dans mes habitudes, je ne réagis pas directement quand je suis à une émission. Mais laissez-lui parler. Avoir une telle attitude dénote d'une situation où si on s'engage à faire la guerre à l'ennemi, mais au sein du pays, déjà, on est divisé. Donc, on ne met pas sur la même longueur d'onde. Et j'ai suivi le cardinal Ambongo qui appelait tout le monde à l'unité. Parce qu'après, il a compris que l'ennemi est en train de chercher à balkaniser le pays. Il a même circonscrit la situation en citant quelques cités déjà ciblées pour cette balkanisation-là. Moi-même, j'ai suivi le cardinal Ambongo. On ne dira pas que lui, c'est un tshisekédiste, parce qu'il a dit ça. Vous voyez, il est en train de me taxer d'appartenir au gouvernement, à l'IDPS et tout. Bon, de toute façon, ce qui importe, c'est le pays. La situation qui prévaut dans le pays, nous sommes tenus à soutenir notre pays, parce que même l'élément à lancer avant de commencer le débat, on appelle les jeunes au patriotisme. C'est ça le patriotisme. Mettons de côté nos égaux. L'IDPS, PPRD, Kabila, Tshisekedi. Maintenant, voilà les pays. Vous voulez la guerre, oui. Mais on va faire ça de quelle manière? Parce que en vous entendre parler, vous avez bien fait comprendre à tout le monde qu'on a trouvé un pays coquille vide. Moi, je l'ai dit. C'est pas parce que je suis avec le président Tshisekedi ou je suis contre le président Kabila, mais nous sommes en face de la réalité. La réalité est là. L'armée, quand on parle de l'infiltration, il a essayé de définir l'infiltration à sa manière, mais l'infiltration sur le plan sécuritaire peut venir de plusieurs manières, même à travers les accords qu'on signe chaque fois. De temps en temps, on signe. Aujourd'hui, on est en train de faire pression à la RDC, de négocier avec les M23, de négocier avec l'AFC. C'est justement pour obtenir un autre accord et avoir un couloir pour intégrer les nouveaux éléments dans l'armée. Vous ne soutenez pas les démarches de prélats? Les prélats ont leur objectif. Ils n'ont rien dévoilé jusque-là. En tout cas, je ne maîtrise rien de ce qu'ils sont en train de faire. Je ne peux pas parler sur l'inconnu. C'est le dialogue, non? Lorsqu'ils vont nous dire la vérité de ce qu'ils sont en train de faire, nous allons revenir ici pour analyser. Mais, au temps actuel, la situation qui se présente en face de nous, soutenir
que la RDC négocie avec les M23, c'est une erreur monumentale. Parce qu'on va revenir sur la situation qu'il a déplorée. Il a dit... Maître Trésor, maître, s'il vous plaît, attendez, pasteur, maître, mettons un peu notre orgueil de côté. Est-ce que la RDC n'est pas dans un état de faiblesse? Pourquoi éviter ce dialogue avec le rebelle? Pourquoi éviter? Madame, ce n'est pas de l'orgueil. Oui. Ce n'est pas de l'orgueil. Nous avons la réalité en face. Il y a eu combien d'accords avec les M23, avec les faux accords, les rebelles? Il y a eu combien d'accords? Et qui sont derrière ces gens-là? Ils se cachent derrière les rebelles. Ils font pression, négocier avec les rebelles. Ces gens-là se cachent derrière les rebelles. Vous allez négocier avec les rebelles et glissent leurs idées là-bas. Et les rebelles prennent ces idées pour imposer à la RDC. Donc laissez-nous les Kivu, laissez-nous telle partie du pays, laissez-nous ça, et nous allons contrôler. Qui vont contrôler? Les étrangers. Ce sont les étrangers qui vont contrôler ça. Et maintenant, qu'allons-nous faire maintenant? Pour comprendre cela, ils sont en train de faire pression depuis tout le temps. Et cette pression, c'est de diverses manières. Tantôt, ils créent la situation selon laquelle la population congolaise est en train de souffrir, il n'y a rien là-bas. Dernièrement, il y a des jours, ils ont même largué une facture, je ne sais pas si c'est une bonne facture, d'un hôtel de la Suisse où on aurait peut-être détourné 400 000 euros. Tout ça pour faire pression. Faire voir à la communauté internationale que rien ne va. Et d'ailleurs, la Suisse, c'est un paradis fiscal. Ce pays n'a aucune leçon à donner au gouvernement congolais. La Suisse, c'est un paradis fiscal. Ce pays ne peut pas donner de leçons à la RDC. Mais ils ont pris la Suisse comme exemple pour faire voir à la communauté internationale que la RDC doit négocier parce que la population souffre, justement pour rajeunir leurs éléments qui sont ceux de l'armée, afin de continuer à placer la RDC sous l'emprise du Rwanda, sous l'emprise de l'Ouganda et d'autres étrangers. Merci, maître Trésor Likonza. Maître William. Merci, madame. Veuillez rebondir. Je n'avais pas pris soin de regarder la montre lorsque j'ai pris parole initialement. Maintenant, je me plie à l'exercice. Je prends parole à 16h40. J'espère que vous serez aussi clémente à mon égard. Vous avez 5 minutes, maître. 5 à 6 minutes. J'ai l'habitude d'être concis, mais précis dans ce que je dis. Allez-y. C'est mieux. Je suis un peu dérangé. En quoi? Lorsque mon co-débatteur d'en face... c'est-à-dire que les gens de l'SID ont toujours tendance à tout politiser. Ça, c'est un sujet normalement qui ne devait pas nous diviser. Vous citez l'UDPS. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Hein. Je ne sais pas si mon co-débatteur d'en face. Je n'ai jamais été membre de l'UDPS. Et je n'ai pas l'intention. Je n'ai pas l'intention de le devenir. Donc, vous citez l'UDPS, vous citez le président Félix. Vous avez un problème. Votre problème, c'est que vous êtes opposé à la personne de Félix Tshisekedi. C'est comme ça que, c'est comme ça qu'à chaque fois que vous faites, vos analyses sont biaisées par le fait que vous détestez Félix Tshisekedi. Le problème, c'est celui-ci, madame. Lorsque nous parlons Congo, nous devons être froids et objectifs. Qu'est-ce qu'il faut pour notre pays? C'est ça le vrai sujet. Vous mélangez les choses. Vous avez évoqué beaucoup de choses. Vous parlez de la gestion. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Non, vous avez ramassé beaucoup de sujets qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle maintenant. J'en arrive. Je vous ai suivi religieusement. Permettez que je parle aussi. Moi, de mon point de vue, et je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Parce que vous n'avez rien dit. Hein, vous vous êtes mis à pointer, à établir des responsabilités, mais vous n'avez
proposé aucune solution. Vous n'avez proposé aucune solution. D'ailleurs, je ne me rappelle pas avoir écouté Martin Fayulu. Il a parlé sur le processus de Kinshasa, des partis. Non, c'est dans leurs habitudes. Depuis que le conflit a commencé, depuis que le Rwanda est entré au Congo, je ne sais pas si l'un de vous a déjà suivi Martin Fayulu en train de témoigner sa solidarité. Je peux être en erreur par rapport à la situation et au peuple congolais. Il a condamné. Cette guerre, je l'ai suivi, il a condamné. Madame, cette guerre, ce n'est pas la guerre de Félix Tshisekedi. Ne nous ramenez pas à ce niveau-là. Le peuple congolais mérite mieux. Le président Félix partira comme le président Joseph Kabila a été là. Ça, c'est le Congo. Ne profitez pas de la situation pour régler vos contentieux personnels que vous croyez avoir avec le président de la République. Ça, c'est un autre sujet. Je sais comment vous fonctionnez. Vous allez m'empêcher de parler, je sais. Le problème de la République, parce que nous autres, nous sommes équilibrés. Moi, je dis ceci. Nous devons entreprendre des réformes. Parce que vous voyez la situation que nous connaissons aujourd'hui. Le fait que le Rwanda entre aussi facilement en RDC. C'est vrai qu'il y a une urgence sécuritaire, mais il faut percevoir les problèmes dans son ensemble. Et lorsque mon co-débatteur d'à côté a évoqué les aspects antérieurs à ce pouvoir, il a raison. Si vous pensez que le Congo commence le jour où Félix a pris le pouvoir, vous avez totalement tort. Parce que la République a signé 2 accords en 2009 et en 2013 ou 2012. Avec qui? Avec le CNDP. Vous le savez, mais vous me piégez. Mais je sais. Et dans ces accords-là, vous et moi, par le canal de ceux qui nous dirigeaient à l'époque, avaient pris des engagements. Et madame la journaliste, vous avez posé la question, pourquoi on ne négocie pas? Les exigences de ces gens-là sont connues. Ils veulent qu'on les laisse des territoires, qu'on leur laisse des exclusivités de postes à une ethnie. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Vous en savez plus que moi peut-être. Donc, c'est mettre autour d'une table avec ces gens-là. Eux sortiront les accords qui ont été signés avant vous au pouvoir. Mais qu'allons-nous faire? J'en arrive, madame. J'en arrive. Ils continuent d'avancer. Madame, j'en arrive. Permettez que je parle, vous comprendrez ma démarche. Lorsque le président s'oppose aux négociations, peut-être beaucoup de compatriotes ne comprennent pas. Ce que ces gens-là veulent, c'est connu dans les accords de 2009 et 2013. Le Congo, par les dirigeants qui ont précédé ce régime, avait pris des engagements. On laisse 43% des postes à telle ethnie. Nous leur laissons tel territoire. Il y a une police ethnique qui sera créée. Les exigences sont connues. Donc, c'est mettre autour d'une table avec ces gens-là équivaut à examiner avec eux ces exigences-là que nous tous nous trouvons inacceptables. Tout Congolais de sang, tout Congolais qui aime ce pays n'accepterait jamais de cautionner ce qui a été fait en 2009 et en 2013. Maintenant, que faire? Vous avez raison de poser la question. Nous devons nous ressaisir. Ce n'est pas la première fois que Goma a été prise. Ce n'est pas la première fois. Vous avez suivi le ministre Cheo Kitundu sur les ondes de vos confrères de Top Congo. C'est la 3e fois que le Rwandais entre dans Goma. Ça veut dire que nous n'avons pas pris conscience de la menace. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la résultante d'une certaine léthargie au pouvoir. Ça ne date pas d'il y a 5 ans. Parce qu'effectivement, mettre en place une armée, ça prend du temps. Donc, nous n'avons pas pris la menace au sérieux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Alors, que faire? Il faut commencer à agir maintenant. Moi, j'ai toujours dit ceci. J'aimerais être précis. Je conseillerais au chef de l'État de mettre sur pied des réformes. Nous sommes dans... C'est une question de vie. Chuter. Mais je viens de commencer à madame. Vers la fin, on m'a signalé. C'est une question de vie. Il y a des institutions qu'on peut momentanément suspendre pour mettre sur pied une enveloppe conséquente
pour réorganiser notre armée. Nous avons beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui sont forts, qui sont habiles, qui peuvent remplir nos rangs. C'est très facile. Il faut entreprendre des réformes. Les institutions qui découlent de la Constitution de 2006, moi j'ai toujours dit que ce sont des institutions budgétivores qui ne permettront pas au pays de progresser. Donc il faut piocher dans ce sens-là pour dégager une enveloppe, pour recréer notre sécurité. J'entends l'armée. Non, mais il faut commencer aujourd'hui. L'armée, nos services intelligents, les renseignements civils et militaires, la police nationale, parce qu'on a souvent tendance à négliger la police. Merci. La police nationale, il faut créer une académie de police pour que nous n'ayons plus des policiers qui sortent de nos sous-sièges. Que ce soit des policiers formés, entraînés, motivés et équipés qui vont sécuriser nos territoires. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez 5 minutes. Votre deuxième tour. Ne perturbez pas sous les pressions de M. Trésor. Ils sont en dé, ils parlent la même chose. Permettez-moi de les raconter. Non. Quand j'ai pris la parole pour la première, c'était juste de les raconter parce qu'ils ont toujours pasteur, gagnons du temps. De venir mentir, dire des choses qui pensent peut-être que ça plaise à ceux qui sont aux affaires. Mais nous avons ce souci-là de dire qui est la vérité. Malheureusement, pour nos amis du pouvoir, et ils pensent que si vous contredisez leur démarche, à ce moment-là, vous avez un problème personnel avec Félix Tshisekedi. Mais si nous allons sur ce terrain-là, c'est ce que Félix et le Mobutu et Papa Tshisekedi l'ont fait des années, ils n'ont jamais donné une solution, ils n'ont jamais soutenu. À commencer par Mobutu jusqu'à Joseph Kabila. Mais nous le faisons. Depuis 2019, nous avons amené la proposition de sortie de crise. Se mettre ensemble, la faire des réformes consensuelles. Le 5 mars ici, en 2024, nous sommes allés dans un conseil national où on a parlé à un certain nombre de résolutions, notamment la résolution 6, où nous avons demandé au père spirituel de nous mettre ensemble, parler le même langage après la sortie des élections chaotiques où M. Trésor et les autres, les siens vont voter dans des maisons pendant plus d'une semaine en violation de la Constitution. Et tout ça, ils ne voient pas. Le 30 juin, le président Martin Fayulu a parlé sur la cohésion nationale. Le 30 décembre, il a parlé sur la cohésion nationale. Il a soutenu combien de marches qu'on a fait. Nous avons perdu notre compatriote Palou pour Defao lorsqu'on a fait la marche pour soutenir les FARDC. Nous avons perdu David Kalala ici, on a tué devant 10e ici, lorsqu'on a fait des marches pour soutenir le FARDC. Donc, ils parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Leur problème, c'est de soutenir, c'est pas Félix. Ils pensent que nous sommes dans un royaume. En démocratie, c'est la contradiction d'idées. Alors, il dit, ce qui se passe au Congo, c'est pas, vous cherchez toujours, donc il n'y a pas un responsable. Mais je vais les rappeler. Non, ça c'est vous. Hein? Non, mais vous n'allez pas me mettre des choses que je n'ai pas dites. Notez, tu vas réagir. Maître William, laissez-le parler. Ayez l'élégance de reproduire ce que j'ai dit. Tu vas me reprocher. Ok. Pardon, tu vas me raconter. Nous avons l'article 74, c'est en 4. Lorsque quelqu'un prête serment, il dit ceci. Je jure de respecter la Constitution et de sécuriser la population et ses biens, c'est-à-dire l'intégrité territoriale. Il y a l'article 187 qui donne le pouvoir, le mandat à l'armée. L'armée a comme mission de sécuriser la population et le territoire. Et les politiques, le gouvernement a l'obligation de mettre à la disposition de cette armée des moyens, tant matériels, financiers et d'équipements adéquats pour que cette dernière, c'est-à-dire l'armée, de sécuriser la population. Mais quand vous voyez la réalité des opérations sur le terrain, est-ce qu'on ne peut pas parler? Il faut venir, c'est-à-dire soutenir Félix pour eux, il faut venir faire béton. Et béton, comme l'autre a dit là, il faut dire que à quand ici dans Zamba, elle dit c'est des quoi. Voilà. Nous sommes en démocratie, vous n'êtes pas obligé de soutenir. Voilà. Nous sommes en démocratie. Il faut dire la vérité. En dehors de ça, chers compatriotes, il parle des accords de 2009 et 2013. On avoue, nous avons la Constitution, il y a l'article 213 qui dit ceci. Les chefs de l'État peut négocier et ratifier des accords internationaux, commerciaux, tout ce que vous connaissez. Mais lorsqu'ils négocient ces accords, ça va revenir au sein du Conseil de ministres, c'est-à-dire au sein du gouvernement, on ratifie ces accords, on traite ces accords et après on transmet. On fait des rapports au Parlement. C'est-à-dire, on veut associer le peuple à tout ce qu'on fait. Mais si M. Kabila a signé ces accords, comme son conseiller, le conseiller de Félix a dit, nous avons avec ils sont les carnets d'adresse. Mais pour les accords de Félix, il ne faut pas allusion. C'est depuis que Félix est ici, il n'a jamais signé l'accord avec Kagame. Il n'a jamais signé l'accord avec Museveni. C'est Eba Kabila. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la méchanceté. Et le Rwandais est venu ici. Même l'ambassade du Rwandais, à l'époque de Kabila n'existait pas.
Moi, je ne suis pas là pour soutenir Kabila, mais il faut dire des choses vraies. Vous savez que Prince Peng et nos amis, la marche là, moi je n'ai pas participé. Comment ils ont été tabassés comme des chiens? Pourquoi pas s'ils demandaient le départ de l'ambassadeur rwandais? Dans toutes les émissions qu'on faisait avec les amis de PES ici, qu'est-ce qu'ils disaient? Non, il n'y a pas l'ambassade. Mais c'est notre joueur, lorsqu'il était menacé là-bas, il dit que l'ambassadeur n'a pas sauté. Donc on ne peut pas gérer dans les mensonges. La Bible dit ceci, c'est que c'est un chrétien. Matthieu chapitre 9. Non, Matthieu chapitre 7, il part du verset 26. Celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique, il est comparable à quelqu'un qui bâtit sa maison sur les sables. Donc on a construit le pouvoir dans les mensonges. C'est ça, c'est que nous vivons aujourd'hui. Veuillez chuter, pasteur. Madame, s'il y a des accords que M. Kabila, même le roi Désiré Kabila, avait signé sous les tons des Congolais, ça s'engage à ces gens. Par exemple, vous avez signé ces accords, il était pas chef de l'État, ça nous engage à quoi? Ça, c'est un élément de faiblesse. Parce qu'il y avait un accord. Mais lorsqu'on prend le pouvoir, Félix, le 22 septembre 2019, nous a dit ceci. J'ai trouvé une armée organisée, sérieuse, équipée, rodée. Ça, c'est pas moi. Les vidéos existent. Lui, il dit qu'il n'y avait pas l'armée. Merci, pasteur. Donc, le problème, c'est quoi, madame? Lorsqu'on prend le pouvoir, ce n'est pas un titre honorifique. Le pouvoir, c'est agir, le pouvoir, c'est contrôler, le pouvoir, c'est orienter, c'est commander, c'est répondre aux desiderata de la population. Dans des pays civilisés sérieux, faites ce qu'ils pouvaient dire, ah, bandeko, la tiki la déloquant. Mais pour Félix, comme je suis Kabou, il dit, même ceux qui baillent la porte en dab, mais avant pas comme la porte en dab, mais ce sont les milliers de Congolais qui meurent. Donc, on est en train de confondre la gestion publique dans une république. On a personnalisé le pouvoir. Il pense que sans Félix, une autre personne ne peut pas prendre le pouvoir. Merci, pasteur. Donc, madame, le problème ici, ce qui se passe aujourd'hui, il y a des responsables. Ils ont échoué. Toebisaki Bango ne fait pas ça. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, hier, Félix a cité nommément le nom de Kabila. Il a cité le nom de Kabila. Il dit c'est Kabila qui est derrière. Ça dit, il avait des informations. Pasteur, merci. Merci. Donc, soyez humbles. Nous avons besoin de la cohésion. Nous voulons parler même le langage. Ne pensez pas que nous, on viendra. Même si nous disons Fatih Beto, et ça va changer quoi? Merci, pasteur. Donc, il faut parler même le langage pour éviter que Kagame et Museveni, je termine par là maintenant avec beaucoup de respect, Kagame et Museveni font ce qu'on appelle la guerre par procuration. C'est-à-dire qu'ils soutiennent, ils récupèrent depuis 1996 des Nouzé, des Bemba, des Nanga, même l'île de Pes est passé par Kagame pour amener Bemba et Kabila à la table de négociation pour avoir l'accord global inclusif. Donc les 98% de la classe politique et la classe passe par Kagame Museveni. Merci beaucoup. Non, pas, sauf Kagame. Donc Fayulu est saint. Ça c'est un patrimoine commun. Il est pur. Il n'a jamais triché. Vous Il n'a jamais volé. Vous êtes. Il n'a jamais fait ses mains dans les sacs. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait perdre le MLC. Concluez. Une minute de conclusion. Concluez. Oui, madame. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. S'il vous plaît. Laissez Maître Trésor conclure l'émission, s'il vous plaît. Pasteur Serge, s'il vous plaît. À la maison, concluez. À la maison, les gens ont compris qu'ici, on ne fait que crier pour ne rien dire. C'est ma façon de parler. Moi, je propose, pour finir, au président de la République, je propose au président de la République de voir entre l'état de siège ou l'état d'urgence et décréter ça sur toute l'étendue du pays, mettre en place un gouvernement. Un autre état de siège encore. Sur toute l'étendue du pays. Ah bon? Je pèse bien mes mots. Mettre en place un gouvernement de crise. Un gouvernement de crise, un gouvernement restreint qui va s'occuper justement de cette situation. Merci. Et après, si on va changer de situation, on va changer. Et aussi, penser à ceux qui dirigent les opérations dans l'Est du pays, aux généraux ressortissants de l'espace Grand Équateur. Ce n'est pas parce que je suis de cet espace-là, mais même les Belges le savent. Là, vous avez raison. Dans notre pays, je vous soutiens. dans notre pays, les militaires équatoriens sont forts dans de telles situations. Merci beaucoup. Maître William, concluez. Merci, madame. Déjà, je remercie tous les co-débatteurs. Ceux qui nous suivent sur le plateau de télé, qu'ils comprennent que tout ce qui a été dit ici, ce n'est que pour l'intérêt du Congo, même si nos amis de l'ECD ont toujours cru que le Congo commencera les jours où eux seront au pouvoir. Ça, c'est une erreur grave.
Je demande au président de la République, je réitère cette demande-là. Nous sommes face à une situation exceptionnelle. Le commandant suprême, c'est lui. Et nous continuons à compter sur lui. Parce que nous n'avons qu'un seul président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'en déplaise. Le Congo a un président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Concluez, maître. Donc nous lui demandons en cette qualité-là... Des anges, sois gentil. Nous sommes arrivés à la fin. Nous lui demandons en cette qualité-là, comme nous n'avons pas beaucoup de ressources, la guerre coûte beaucoup en termes de ressources. Qu'il entreprenne des réformes urgentes de manière à mettre en veilleuse certaines institutions qui ne nous servent à rien pratiquement et que l'argent soit déversé dans notre système sécuritaire. J'entends l'armée, les renseignements civils et militaires et la police. Merci. C'est de cette manière-là que nous parviendrons à sécuriser le Congo parce qu'aujourd'hui c'est le Rwanda. Nous ne savons pas quel est l'autre aventurier qui surgira demain. Donc, demain se prépare aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Pasteur, concluez. Merci beaucoup. Merci, madame, pour l'invitation. Je remercie également les co-débatteurs pour ce petit temps que nous venons interagir pour l'intérêt de la nation. Mais ce qui est important, surtout aux amis de l'actuel régime, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir pour venir. Nous ne sommes pas des sous-défenses. Lorsqu'ils se sont rendus compte que les engagements pris par la RDC et les ATP chinoises n'étaient pas, peut-être selon eux, n'étaient pas profitables. Profitable RDC, ils ont appelé ces gens-là à la table pour revoir. Alors s'il y a eu des engagements que le régime passé avait signés, des engagements qui ne favorisaient pas la tranquillité ou la paix de notre pays, ce n'est pas important. Mais en réalité, c'est que depuis un certain temps, surtout depuis 1996 et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans la continuité. C'est-à-dire la gestion teintée dans les mensonges. Chaotique. Les choses ne sont pas propres. Alors, dans les mensonges, vous avez vu l'interview de Nanga Sibra avec Flackman, avec toutes les vérités. Alors c'est ça le problème. Donc on doit se mettre ensemble. Faillo ça on doit se mettre ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait? Parler le même langage. Merci. Vous voyez, parler le même langage. Nous lui avons fait quoi? Définir de vouloir vivre ensemble. En organisant cette fois-ci en 2028 des bonnes élections. Merci. Nous disons que ces élections sont organisées par l'Église catholique et protestante, surveillées par toutes les parties. Merci pour que cette fois-ci, vous avez fait 5%. Merci. Au salaire de 5%. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à Maître Tu as fait 5% en 2000. Merci à Maître Trésor. Merci au pasteur Serge Dabon. Merci à Desanges. Merci à Enoch. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu pense à nos frères qui tombent au jour Depuis que les élections ont commencé, c'est soit les prêtres...